Radio Open FM. L'Europe et nous, info, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin. Et Jean-Pierre Foultier de retour cette année également. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour et bonne année. Et bonne année également, évidemment. Une année pleine d'infos européennes et de la culture européenne qui nous intéresse au premier chef dans ce rendez-vous. Une nouvelle série d'ailleurs qu'on va démarrer ensemble et que l'on va étirer sur 4 semaines, à commencer par aujourd'hui pour parler d'Erasme à Erasmus, nouvelle série qu'il va falloir nous expliquer. Titre un peu mystérieux. Alors, le titre, effectivement, d'Erasme à Erasmus, donc cette série de chroniques sera consacrée à ce que l'on appelle les mobilités culturelles en Europe. Alors, Erasme pour aujourd'hui. Erasme, on connaît le nom. On sait probablement qu'il s'agit d'un intellectuel des temps passés, mais peut-être pas beaucoup plus. Nous nous efforcerons de combler ces lacunes. Quant à Erasmus, cela évoque certainement pour beaucoup et notamment pour les jeunes, ce dispositif européen qui permet d'aller faire des études à l'étranger. Nous aurons l'occasion d'en parler beaucoup plus longuement. Et ce n'est pas un hasard si l'acronyme Erasmus, E-R-A-S-M-U-S, choisi par l'Union européenne en 1987, rappelle bien sûr le nom latin d'Erasme. Bon, Erasmus, on verra ça, cela dit, dans 2 semaines maintenant. Pour l'instant, on va se concentrer sur Erasme. Qui était Erasme, peut-être? Erasme, que l'on appelle aussi Erasme de Rotterdam, voilà qu'il situe un peu, est né dans cette ville des Pays-Bas vers 1467. L'état civil n'était pas très précis à l'époque, de parents assez modestes. Il mourra à Bâle, en Suisse, à 69 ans, en 1536. Celui qui deviendra une des figures majeures de la culture européenne a d'abord fait des études de théologie, puis est devenu prêtre. Une figure européenne donc, vous nous dites, il n'est donc pas seulement hollandais. Il passera toute sa jeunesse et ensuite quelques années de sa vie dans son pays natal, mais c'est dans plusieurs pays de l'Europe de cette époque qu'il a voyagé, étudié, exercé et écrit. Imaginez. À la fin des années 1490, il a entre 25 et 30 ans, il séjourne à Paris où il approfondit sa connaissance de la théologie à la Sorbonne et où il apprend le grec ancien. Toutes ses œuvres seront d'ailleurs écrites soit en latin, soit en grec. En 1499, il est à Londres, où il rencontre un autre grand humaniste de cette période de la Renaissance, l'anglais Thomas More. Il y reviendra à plusieurs reprises et y écrira son grand livre, L'éloge de la folie. Il obtient ensuite un doctorat de théologie à l'université de Turin, en Italie, puis deviendra le conseiller de l'empereur Charles Quint. Il séjourne alors en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Suisse, où il mourra, nous l'avons dit, en 1536. Alors on comprend mieux du coup que son nom soit associé à une certaine idée de mobilité. Bien sûr, et aussi à l'idée de savoir et de transmission des savoirs. C'est en effet dans les grandes villes universitaires de l'Europe occidentale, Paris, Oxford, Cambridge, Turin, Louvain entre autres, qu'il séjourne, étudie, écrit et enseigne. C'est un voyageur infatigable. Et les voyages au début du XVIe siècle, on imagine quel confort il pouvait offrir. Il est sans cesse en mouvement et quand il ne se déplace pas physiquement, il écrit d'innombrables lettres. On en possède près de 3000, mais on dit qu'il en avait écrit plus de 20 000. Cet épistolier infatigable, qui affirme consacrer la moitié de ses journées à sa correspondance, écrit des lettres à tout ce que l'Europe compte de princes, de grands ecclésiastiques, d'érudits ou de disciples, jusqu'en Espagne ou en Pologne. Et l'on imagine mal quelle renommée et quelle influence il aura sur la pensée de son temps. Alors, vous l'avez aussi présenté tout à l'heure comme un humaniste. Un des titres que la postérité lui a attribués est celui de prince de l'humanisme. Cette époque de la Renaissance est, en Europe, avec le renouvellement des arts, celle de l'apogée de cette philosophie héritée, entre autres, de l'Antiquité,
est caractérisé par un effort pour relever la dignité de l'esprit humain. Chez Erasme, cet humanisme est fortement imprégné de sa foi chrétienne, une foi qu'il veut ouverte et tolérante, bien loin de l'obscurantisme qui régnait alors. Il est resté fidèle à son Église, en refusant notamment de rejoindre le protestantisme. On peut dire que sur la fin de sa vie, il a d'ailleurs eu des échanges très vifs avec Martin Luther, le fondateur de cette religion réformée. Ce qui ne l'empêche pas, malgré tout, de critiquer sévèrement le catholicisme et les ecclésiastiques. L'humanisme prend également chez Erasme la forme d'un véritable pacifisme. Effrayé par les conséquences sociales désastreuses des nombreuses guerres qu'il observe, il n'a de cesse de convaincre par ses lettres ou ses livres les souverains des pays d'Europe de stopper ces guerres afin d'apporter la paix à leurs peuples respectifs. Il se définit d'ailleurs lui-même comme un citoyen du monde entier et non d'une seule cité. Et on comprend du coup mieux le lien qu'il peut y avoir entre le programme Erasmus et Erasme lui-même. Avec comme idée fondamentale que le savoir et la culture sont des facteurs d'unité et qu'en facilitant les échanges entre Européens, on construit la paix et l'unité de l'Europe. Voilà pour cette première présentation. Alors du coup, la semaine prochaine, nous verrons justement comment, dans les siècles qui ont suivi, ces échanges se sont multipliés. Et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. On voit ça la semaine prochaine. D'ici là donc, bonne semaine. Bonne semaine. C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.